Croire que le trading algo va enlever les émotions, c'est une erreur. Dès lors que tu balances du trading algo, tu vois tes résultats. Et le jour où tu es à moins 20 ou à moins 30, est-ce que tu continues ou est-ce que tu dis stop? Et si tu es en mode trend following, tu peux faire du moins 20, moins 30 en algo normalement, parce qu'en 3-4 tailles, tu peux remonter tout. Là, maintenant, on a l'intelligence artificielle, c'est incroyable. Moi, j'avoue que ça me fait peur. Quand je vois ChatGPT, la puissance que ça a, c'est juste incroyable. On a vu aussi le meeting qu'a fait Musk, en l'occurrence lié à l'intelligence artificielle. On se demande un peu dans quel sens ça va aller pour les traders particuliers. Est-ce que on va pouvoir rivaliser face à des énormes machines ultra puissantes? Je n'ai aucune compétence en termes de prévision. Je suis trader, je ne suis pas du tout un analyste. Là, C'est lié quand même, non? Pas du tout. Je fais toujours bien la différence. Moi, je considère que le marché me propose un circuit, un parcours qui me fait dire qu'il vaut mieux que j'achète ou que je vende, que je mette le stop là, qui sera une invalidation de ce scénario-là. Et je me refuse à appeler ça une prévision. Je ne sais pas si tu as ressenti ça avec les personnes aussi que tu accompagnes. Moi, parfois, j'ai des profils un peu ingénieurs et sans rien de négatif là-dedans. Du tout. Du tout. Mais vraiment, ils ont beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Parce qu'ils sont trop... Bim bam. Ils ne peuvent pas comprendre que parfois ça ne marche pas. Binaire. On me dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? J'ai tout respecté. Il y a ci, il y a ça. Il y a tous les critères. On a l'ensemble des fits. Les horaires sont bons. Le spread, le ci, le ça. Pourtant, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie du 40 trades perdants. Voilà. Logique sur une série. J'ai pris la direction du fond. Je me suis retrouvé seul trader en fait aux manettes. Et tous les autres, ils ont dégagé au final. En fait, ils m'ont dit le fond est à toi, tu le gères, tu fais ce que tu veux. Sinon, on le ferme. Et si tu le gères, par contre, les traders, c'est toi qui les gères et tu choisis ce que tu gardes et ce que tu... Voilà. Et du coup, découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, nouveau podcast avec Bernard Pradeclos. Je prononce probablement mal, mais c'est pas grave, je suis très content de t'avoir tout simplement dans ce podcast. Bernard est venu en l'occurrence de France pour venir à Barcelone. Certains d'ailleurs vont penser que j'habite ici parce que je suis très régulièrement sur Barcelone. Pas du tout, j'adore simplement cette ville. Déjà, merci beaucoup d'être venu. Aujourd'hui, tout simplement, on va parler un peu de ton trading. Bernard, il a travaillé dans des sociétés d'investissement en Suisse, à Genève en l'occurrence, où je suis basé. Et clairement, je devais faire un podcast avec toi, Bernard. Comment tu vas déjà, Bernard? Et est-ce que tu peux peut-être te présenter? Et peut-être juste avant, j'ai récupéré toutes vos questions sur Instagram que vous m'avez posées lorsque j'ai mis un formulaire sur cette plateforme. J'ai recueilli, je vais regarder 11 questions, alors non, pardonnez-moi, une vingtaine de questions que vous m'avez posées pour Bernard, donc on va tout traiter et n'hésitez pas s'il y en a d'autres à les mettre dans les commentaires et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je laisse la parole Bernard, si tu veux te présenter rapidement. Bonjour Faustin, déjà bonjour à tous. Déjà écoute, je te remercie pour cette invitation. Je suis très heureux d'être venu ici, donc justement écoute en fait à Barcelone. Donc on s'est rencontrés il y a en fait un mois, puisqu'on on ne se connaissait pas. J'avoue que j'ai vraiment apprécié tout le travail que tu faisais et dès que tu m'as proposé ce podcast, cette interview, je te dis oui en fait immédiatement. Qui je suis? Donc Bernard Prats, d'Esclos, catalan, du Nord. Donc on prononce tous les S bien évidemment. Ça fait maintenant 30 ans, même un petit peu plus si je voulais bien tout compter, en fait, réellement que je suis sur les marchés, mais on va dire 30 ans vraiment de professionnel. Alors j'ai eu 3 parcours bien différents. En fait, j'ai un premier tiers où j'étais en fait un trader individuel, comme beaucoup, j'imagine, de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ce premier tiers faisait suite à des études supérieures, donc j'avais fait une école de commerce. Puis ensuite, j'ai commencé à être reconnu parce que j'avais un certain nombre de résultats, que je les diffusais, que j'en parlais, bref. Et j'ai été recruté à Genève dans un premier fonds qui justement recherchait des traders individuels avec un postulat, et j'imagine que l'on pourra justement en discuter pour tous les traders qui cherchent à aujourd'hui vivre de leur trading, avec un postulat qui était en fait le suivant, qui était le fait que, en fait, il faut le reconnaître, les traders professionnels
Donc ceux à qui on paye un salaire relativement gros et des bonus peut-être encore plus gros, ont naturellement une propension à prendre des gros risques, puisqu'au final, s'ils pètent leur compte, excusez-moi pour le terme un peu sec, mais au final, ce n'est pas grave, puisqu'ils auront pris durant quelques années de gros salaires et de gros bonus. Gros bonus, et puis après, ils peuvent vivre là. Alors que les traders individuels, normalement, si vous avez un capital auquel vous tenez, que vous voulez vivre du trading, si vous le gérez mal, si à un moment vous arrivez à zéro, le jeu est fini. Et le jeu, évidemment, chez moi, c'est entre guillemets. Voilà. Donc, je me suis fait j'ai été recruté, j'ai passé une dizaine d'années à Genève et j'ai quitté en 2015-16 au final pour créer eWinvest aujourd'hui, qui est une société de formation et d'accompagnement pour les professionnels et les particuliers, avec des algorithmes et une méthode spéciale, et surtout avec quelque chose, moi, qui me passionne, c'est résoudre et trouver la solution à pourquoi les traders perdent et comment emmener le plus de traders vers le gain, alors qu'on sait très bien, je veux dire, les chiffres sont connus, sont publics, 70, 80, 90%, voilà, qui perdent. Voilà, mon objectif, il est inverse, avec une méthode, avec un accompagnement, et voilà. Et justement, on va y venir, pourquoi 90%, alors 70, 75, 80, ça dépend aussi des courtiers. Il y a d'autres paramètres en fait qu'on n'analyse pas là-dedans, notamment aussi le problème de sous-capitalisation. Mais pourquoi autant de particuliers perdent sur les marchés financiers? Quel est ton premier avis par rapport à ça? Parce que je trouve ça incroyable. Pour moi, les marchés, ils grimpent, ils baissent, éventuellement ils stagnent, ils range. Pourquoi on a autant de traders particuliers qui perdent? Donne-moi juste une raison, parce qu'on va revenir dessus, mais je pense que c'est important aussi de le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, comme tu l'as dit, entre guillemets, voient le trading comme un jeu. Si je devais ne retenir qu'une seule raison, c'est une raison qui va pas faire plaisir, donc je ne sais pas si je l'annonce de suite, parce que j'ai peur que du coup ton podcast... Vas-y. Que le nombre chute, le podcast. Que le nombre chute drastiquement, alors peut-être que tu pourras couper ce que je vais dire. C'est en fait le manque de travail. Et le manque de travail à beaucoup de niveaux. Je veux dire par là que beaucoup pensent travailler en restant de nombreuses heures en face des écrans. Mais en fait, ils sont beaucoup plus sur mode gaming que sur mode travail. Pour moi, le trading, c'est 95% de travail et 5% d'activité. Je coupe là et on pourra on y reviendra, mais sujet. c'est important d'avoir ton premier avis par rapport à ça. Alors, je reviens juste rapidement sur ton parcours. Donc, plus de 30 ans, quand même, c'est impressionnant. Bon, j'ai pas du coup ton expérience. Je suis plus jeune aussi, c'est normal. Mais 30 ans, donc tu as pas mal de choses à nous dire. Avant ça, je veux revenir sur ton premier pas, on va dire, dans le trading. Tu étais un trader de détail. Donc, c'était en quelle année? Et tu faisais quel type de trading, sur quel type de produit? Comment ça se passait à l'époque? Parce que moi, aujourd'hui, je trade depuis 10-11 ans maintenant, plus de 10 ans. J'ai pas été confronté au même produit que toi. Enfin, c'était complètement différent le jour et la nuit. Raconte-nous un peu cette historique-là, je pense que c'est intéressant. Alors, j'ai commencé en... ce qui pour certains va faire peur, j'imagine, en 91, 12, 13, à l'époque où Internet... Mais non, voilà. À l'époque où Internet n'existait pas, c'était les prémices d'Internet. Pour avoir Internet, on trouvait Internet dans des bars, dans des trucs comme ça, et bref, sur des abonnements très particuliers. Voilà, on ne pouvait pas trader dans le cybercafé, non, c'est con ce que je dis. Mais oui, non, mais c'était ça. C'était comme ça. C'était... voilà, c'était... Et... les premiers réseaux, c'était AOL qui avait offert à l'époque. AOL, je pense que ça ne parle plus à personne. C'était, il y a 25 ans, une des plus grosses boîtes. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Elle a été avalée aux États-Unis. Bref, donc, au début, j'avais un modem 56K. Bon, les plus anciens, ça peut parler aux autres. Ils doivent dire... De quoi il parle? Je ne comprends rien. C'est quoi ce produit? Bon, alors, coupons ce podcast qui vraiment est nul. Pas le podcast. Moi. Non, alors. Donc, effectivement, c'était compliqué. On n'avait pas de flux graphique. On n'avait que des données en jour. Il n'y avait pas de livres. Il n'y avait pas YouTube. Donc, il n'y avait pas de formation. Il n'y avait pas cet excellent podcast. Il n'y avait pas la chaîne YouTube.
Faustin pour vous former. Donc il n'y avait pas tout ça, donc effectivement il fallait se former tout seul. Et lorsqu'on avait fait des études supérieures comme moi, honnêtement, ce n'était pas là où l'on apprenait le trading. Il y avait 2-3 bouquins qui existaient en France. Je faisais souvent des allers-retours en fait à Londres, donc là-bas j'ai commencé à pouvoir attraper des livres américains parce que vous avez un peu d'avance. Là aussi, excusez-moi, mais Amazon n'existait pas, donc on n'était pas chez soi en train de cliquer pour acheter des livres aux États-Unis. Donc voilà, donc en fait, tout simplement, j'ai réussi à trouver des logiciels graphiques et j'ai commencé à me former pratiquement tout seul, sans données, sans livres, sans rien, donc à rechercher par moi-même comment les graphiques fonctionnaient, en plus, on va dire, de l'analyse fondamentale de l'économie, où là, j'avais appris lors de mes études. Et comment tu es tombé du coup dans le trading, sachant que c'est pas populaire aujourd'hui, beaucoup de jeunes, c'est aussi pour ça que j'ai la chaîne UGK Trading, beaucoup s'intéressent au trading, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Pas du tout. Comment toi, du coup, tu t'es intéressé au trading? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer, on va dire, dans cette industrie en quelque sorte? Alors, j'ai toujours voulu faire trader, toujours. Et lorsque j'ai fait mes études supérieures, c'était ce que je voulais faire. Sauf qu'en fait, très vite après mes études supérieures, je me suis rendu compte que si je rentrais dans une banque, ou si j'allais en fait à la bourse, comme certains de mes collègues ont fait, parce que la bourse n'était pas encore fermée, je parle de la Corbeille, là aussi c'est lointain, elle a fermé juste après. En fait, je me suis rendu compte que j'aurais pu prendre effectivement de gros salaires, des gros chèques, des bonus, etc. Mais pour vendre des produits, en fait, et pas du tout pour comprendre le fonctionnement. Et moi, alors, c'est pas que j'aime pas le fric, je veux dire, sinon, c'est pas ce que je voulais faire, c'est ce que j'aurais voulu faire. Mais mais je voulais du fric et je voulais comprendre comment et pourquoi je le gagnais. Donc je n'étais pas intéressé en fait par recevoir un chèque pour pas que vendre par ça, il y avait aussi du produit. Côté voilà. derrière. Il y a toujours eu chez moi cette envie de comprendre, cette curiosité profonde, pourquoi les marchés bougent comme ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. Et donc, c'était un choix. Vraiment, je voulais faire ça depuis très longtemps. C'est pour ça que je dis 30 ans juste après mes études, mais en fait... Même avant, tu t'intéressais déjà évidemment à ça. C'est ça. Et tout à l'heure, tu disais du coup en banque, certains on appelle ça trader, mais c'est pas vraiment trader. C'est quoi pour toi un trader aujourd'hui? Parce qu'on voit effectivement le trader particulier. Est-ce que c'est un opérateur de marché qui va simplement faire des exécutions, peut-être à la suite de conseils, d'un analyse graphique technique ou autre? C'est quoi un trader pour toi? Aujourd'hui, un trader en banque, il y en a de moins en moins, de toute manière. Déjà, ça c'est une évidence. Mais tu parles de trader individuel ou de trader quelle est la définition de trader? Parce qu'aujourd'hui, on parle de trader, on va dire à tout va. Lui, il est trader. J'ai des amis à Genève, ils sont conseillers en investissement financier. C'est écrit trader sur leur LinkedIn. Parce qu'ils font, effectivement, ils passent quelques ordres, mais c'est plus de l'investissement moyen long terme. C'est quoi pour toi un trader, la définition standard d'un trader? Pour remettre un peu les choses au clair pour ceux qui nous regardent. Alors pour moi, trader, ça veut dire, si on prend la traduction, c'est un vendeur déjà. Donc c'est tout. Donc en fait, ça n'a pas du tout aux États-Unis la connotation presque négative que l'on a chez nous, qui est en plus un pays un peu, voilà, on va dire, qui n'est pas... Dès que ça touche la finance, évidemment, c'est un peu sulfureux pour beaucoup. Et donc, moi, je considère que l'on est trader. C'est une acception large. Pour moi, un investisseur peut être un trader parce qu'un investisseur achète et vend. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui achète et vend sur les marchés financiers, qui le fasse pour son compte propre, pour le compte d'un fonds financier, pour le compte de clients si effectivement c'est un conseiller en investissement financier. Et tu as des traders qui vont agir à très court terme, des scalpers, en day trading, les day traders, à moyen terme, les swing traders, les investisseurs actifs et des investisseurs long terme. Voilà. Donc après, c'est un horizon de temps. Donc, mais moi, je peux regrouper le terme trader, tout ça. Je me considère comme trader depuis quelques années. Donc maintenant, je fais du scalping, je fais du day trading, c'est agressif je aussi. fais du swing trading et je suis plutôt agressif sur
mes entrées, même si j'essaye maintenant de me transformer plus ça va en investisseur, au moins sur une partie de mon portefeuille, parce qu'en plus ça me plaît. Je trouve qu'il y a une notion qui est différente de celle du trading lorsqu'on touche aux actions. Voilà. Ok, super clair, super clair. Maintenant, on va revenir, si tu veux bien, sur ton parcours en Suisse. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Encore une fois, je me répète, je suis basé à Genève. J'adore la Suisse. C'est d'ailleurs la première place financière du trading de matières premières. Toi, tu touchais un peu aux matières premières? Du tout. Pas du tout. Donc, tu vas nous expliquer d'ailleurs sur quel produit tu étais, comment tu as pu vraiment intégrer ce genre de société, quel était ton poste dans ces sociétés. Est-ce que c'était stressant? Vraiment, c'est super intéressant. Essaye de détailler un peu cet aspect-là. Je détaille. Alors, c'est très particulier. Lorsque j'ai commencé mon job de trader, en ayant refusé donc de suivre le cursus classique pour aller prendre immédiatement au d'échecs, j'avais quand même 2 objectifs. C'était un jour de me retrouver en tant que professionnel et un jour de me retrouver en tant que professionnel gérant de hedge fund. C'était un rêve parce que effectivement c'était un rêve, mais il ne fallait pas rêver. Dès lors que tu coupes après tes études et que tu vas faire le guignol tout seul sur les marchés, la probabilité que des professionnels qui te rattrapent un jour était plus que faible. Voilà, j'avais quand même ce rêve. J'en avais un autre qui était d'écrire des livres, mais pas spécialement sur le trading parce que j'aime écrire. Il s'avère que j'ai réalisé mes 2 gros rêves. Alors, comment est-ce que c'est arrivé? Donc, je te disais qu'après 2-3 ans, j'ai commencé à gagner en bourse. Je veux dire, il ne faut pas 6 mois. Et je ne dis pas qu'après 2-3 ans, je vivais largement. Mais tu arrivais déjà à bien protéger ton capital. Que je commençais à... Voilà. Bon. Après, je commençais à être reconnu parce que j'avais des bons résultats. Et j'ai commencé à former gracieusement, comme ça, des gens que je rencontrais sur Internet. On discutait, je veux dire, en fait, on progressait ensemble sans aucune notion de vouloir devenir un jour formateur. Juste pour information, j'ai proposé ma première formation de trading après 20 ans sur les marchés. Voilà, c'est juste... très clair, ok. J'ai pris le temps. Bon, bref. Et un de ceux que j'ai formés s'est fait recruter dans le fameux fonds dont je te parlais, c'est-à-dire un fonds qui recherchait des traders individuels afin de voir si les traders individuels n'étaient pas en mesure de mieux gérer que des professionnels, étant donné qu'on pourrait leur confier un argent, des fonds, des AUM, des sommes sous gestion dont ils se sentiraient beaucoup plus responsables. Voilà. Il est rentré... Et comme je l'avais formé, et comme il savait que j'avais de meilleurs résultats que lui encore, il voulait que j'y aille. Sauf que moi, à ce moment-là, ça faisait quelques années que j'étais gagnant, mon capital avait gonflé, et donc je commençais à être très à l'aise, très libre, très tout ce que je voulais. Et mon rêve de devenir professionnel, c'était plus vraiment un rêve que j'avais chevillé au corps. Je veux dire, je l'avais, il était loin, je vivais largement de mon trading, donc j'avais pas nécessairement envie d'aller à Genève sous le beau soleil genevois, bien évidemment, et profiter toute la journée d'être en short et en tongs pour aller au bureau. Donc en fait, c'était plus ce qui m'a attiré. Et en fait, il est rentré, durant 6 mois, il y a été, et c'est lui qui m'a travaillé, parce qu'on l'avait dit, on le ferait, etc. Et donc en fait, au bout de 6 mois, j'y suis allé. J'ai proposé mes résultats, mon track record, j'ai été pris, mais j'étais largement recommandé, évidemment, par lui. Et puis voilà, donc je suis rentré en tant que simple trader. Une fois l'équipe constituée, on était 10 traders. Ils ont créé un fonds spécial, un petit fonds de 10 millions. Okay. Bon, on avait tous 1 million chacun. Moi, j'ai continué à trader comme je savais faire. Donc ça, peut-être que ça peut comme un peu ton trading de trader particulier. Voilà, ouais. C'est-à-dire que je suis très agressif en tant que trader, mais très agressif, jamais avec mon capital, toujours avec les gains. Donc très agressif avec les gains, avec le capital très protecteur. Je considère que mon capital de 100, si je passe à 90, j'enlève une machine-outil de mon usine, donc demain, etc. Donc, mon capital est précieux. Par contre,
dès lors que je commence à avoir des gains, je peux accélérer très fort, très très vite. Donc les 2-3 premiers mois, je suis passé par le mouton noir des petits traders. Tous ils s'éclataient, ils tradaient. Et moi, je tradais très très peu, mais je tradais en ciblant encore plus que ce que je fais quand tu dis que tu tradais assez peu, c'est-à-dire en termes de nombre de trades, peut-être par mois, c'était... Très très peu. 10. Un tous les 2 jours. Ouais, donc c'est ce que pour peu de particuliers d'ailleurs font. Pour un scalper et pour un day trader, c'est que dalle. Ouais. C'est que dalle. C'était même... voilà, mais si tu veux, pour moi, on démarrait un fonds. Et c'était pas toi la peur peut-être de passer des ordres vu que tu étais dans une, entre guillemets, une structure plus importante, avec des montants plus importants, c'était pas cette peur-là ou c'était vraiment dans l'idée vraiment de faire de la qualité? Parce que souvent aussi les particuliers, j'ai remarqué, il y a plusieurs aspects. Soit ils ont envie de beaucoup trader parce qu'il y a le côté un peu jeu, ou soit ils veulent trader très peu par rapport à ce côté j'ai peur de passer des ordres en fait. Et ils osent pas cliquer. Alors c'est une excellente question. Lorsqu'on trade, il faut vraiment être à l'équilibre de ce mode jeu et de ce mode peur. Il faut être vraiment concentré sur ce qu'on doit faire et trader sur ce qu'on doit faire en évitant le jeu où l'on trade trop et en évitant, bien évidemment, j'ai peur, donc je ne fais rien. Non, j'étais vraiment concentré. Je démarrais un nouveau fonds, nouveau capital qui n'était pas à moi. Donc, le million que je gérais, enfin, on en avait 10, mais à 10, donc on peut considérer qu'on en avait un chacun. Moi, je gérais mon propre risque et pas le risque que l'on m'indiquait. Et je savais où je voulais aller à la fin de l'année. Bon, ça, c'est le premier point. Tu me demandais les produits. Les produits, j'avais droit à tous les contrats futurs, tout simplement. Les stratégies, parce qu'en principe, lorsqu'on fait un mémorandum sur un fonds, on doit dire quelle stratégie on utilise. Là, on pouvait utiliser toutes les stratégies. Bref, c'était totalement libre. On était sur un fonds de total return, donc l'objectif, c'était d'être en gain, quoi que fasse le marché. Et plutôt orienté des trading, afin de ne pas avoir de position à risque, sachant qu'on multiplie. Personnellement, je n'ai jamais eu de peur en taille et en temps, etc. Parce que lorsque je trade, je ne considère jamais la taille du compte, je considère le nombre de points et le risque que je prends par rapport au risque que je me suis autorisé. Donc si je me suis autorisé un risque de X%, X points, du moment que je suis dans le respect de ce que je m'autorise, que je gère 1, 10, 100 ou 1000, rien à faire. Après, il n'y a pas des problèmes d'exécution, le capital augmente, des problèmes pour être bien exécuté. Par exemple, un scalper qui va trader avec 100 000, c'est faisable, mais avec, je ne sais pas moi, avec 1 ou 2 ou 3 millions, il peut vite être un peu lourd sur le carnet. Est-ce que tu as eu ces problématiques-là? Exactement. Du coup... Peut-être moins en day trading. Mais alors, au début, pas trop, parce qu'au début, c'était séparé, mais on y reviendra. En fait, je tradais beaucoup le CAC et le DAX, et je suis très vite passé sur l'Eurostoxx et le Bund, qui, eux, ont des carnets d'ordre pleins, sur lesquels on peut rentrer sans aucun problème des 300, 400, des fois 500, 600 lots. Donc ça sera énorme, plus tard, mais c'est ce que je faisais en fait ensuite. Et effectivement, sur le CAC, lorsque vous en mettez 10, ça bouge, je veux dire. Donc, voilà. Donc, l'Eurostoxx 50 obligatoire, et sachant que l'Eurostoxx 50 est vu par la plupart des particuliers comme étant un indice qui ne bouge pas, mais c'est juste facial, c'est juste parce que son nominal est faible, parce que si on prend la volate moyenne, grosso modo, si on prend la volate moyenne sur 20 ans, on a un DAX qui tourne en intraday à 1,2, un CAC qui tourne à 1,1, je parle la volate, et un Eurostoxx à 1, entre 0,3 et 0,5, on va dire 1. Allez. Voilà. Donc, on voit que alors qu'on a l'impression que le DAX bouge 10 fois plus vite que l'Eurostoxx 50, ce n'est jamais que 20% de plus. Ok, super intéressant. Donc, pour continuer quand même rapidement, je t'embête sur le côté suisse, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que tu peux donner un conseil à quelqu'un qui souhaiterait intégrer un fonds d'investissement en Suisse, que je pense que c'est un peu différent potentiellement par rapport à la France, par rapport à d'autres pays de l'Union européenne, quelqu'un qui nous regarde, qui est un peu comme toi à l'époque, bon trader particulier, peut-être il a fait une formation, il est bon, il sait bien gérer ses risques, comment il peut potentiellement intégrer un petit fonds, ou même pourquoi pas un plus gros fonds? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Est-ce que c'était possible parce qu'à l'époque c'était peut-être plus souple ou pas? Qu'est-ce que tu peux conseiller? Quel process
Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont bons en trading, mais malheureusement, ils n'ont pas le capital. Alors, il y a les propres firmes qui existent, mais ce n'est pas parfait. Il y a des avantages et des inconvénients. Peut-être tu nous en diras ce que tu en penses à la fin. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui souhaite se lancer et se professionnaliser, en fait, en partant, on va dire, de zéro, sans même forcément avoir fait des études, finance de marché, mais qui est bon? Est-ce que c'est possible? Peut-être c'est pas possible, Bernard. Toi de me dire. C'est compliqué. Pour moi, la première chose, là où vraiment je sais que bon, je les ai impressionnés sur les résultats sur le track que j'avais avancé, c'est parce que le track était sérieux avec un max drawdown très faible. Donc, un fonds, ce dont il a besoin, c'est d'avoir des max drawdown, donc des trous, des creux rares et faibles en intensité. Après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que souvent, j'entends, oui, quand tu es professionnel, c'est facile. Lorsqu'on est professionnel, les problèmes sont démultipliés. Lorsqu'on est trader chez soi, on a son capital, ça peut être embêtant, peut-être qu'il n'est jamais suffisamment gros par rapport à ce qu'on veut, mais par contre, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on est le seul responsable. En tant que pro, vous avez la hiérarchie, les clients et les collègues traders, car il ne faut pas rêver, on est tous en compète les uns avec les autres, et donc si tu en as un qui fait plus 20 ou plus 25 à la fin de l'année, que toi tu es à 3, tu es très mauvais. Si c'est toi qui as fait plus 25 et que lui il est à 3 et que le max drawdown que tu proposes il est à 5 ou à 6, bon ben voilà, donc il y a cette pression-là, il y a une triple pression, plus une quatrième pression qui, moi, m'avait surpris au vu de ce que je t'ai dit juste avant, c'est que j'ai vu beaucoup de traders individuels, justement, s'écrouler, s'écraser devant la taille des capitaux. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'ils nous ont mis plus d'argent sur le fond, il y en avait qui ça génère du stress, pétaient en câble, clairement. où ils le géraient mal. C'est pour ça que je vais juste finir avec ça. Fin août, en fait, le fonds allait plutôt mal. Plutôt mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je ne vais pas revenir sur les perfs. J'étais le seul en gain de tous les autres traders parce que j'avais été prudent, calme, c'est plus précis, de qualité que de quantité, encore une fois. Etc. Et le 1er septembre, j'ai pris la direction du fonds. Je me suis retrouvé seul trader, en fait, aux manettes. Et tous les autres, ils ont dégagé, au final, à la en suite fait, de leur perte. ils m'ont dit, le fonds est à toi, tu le gères, tu fais ce que tu veux, sinon on le ferme. Et si tu le gères, par contre, les traders, c'est toi qui les gères et tu choisis ce que tu gardes et ce que tu... Voilà. Et du coup j'ai les as tous dégagés. J'ai fait des trucs qu'il faut faire dans ces cas-là. Ok, non, mais super intéressant. Donc, au final, ouais, donc c'est quand même compliqué. Hein. Si on n'a pas un cursus universitaire, on ne rentre pas dans les cas, c'est quand même difficile d'intégrer un fonds. Maintenant, rien n'est impossible. Si on a un bon track record, qu'on protège son capital, qu'on ne fait pas du jeu, qu'on ne prend pas des effets de levier de dingue. Exactement. Faut savoir prendre un peu de risque, mais encore une fois, maîtriser son risque. Et à partir de là, on peut peut-être commencer en étant peut-être assistant trader. Il y a des stages qui se font à Genève. Après, on apprend, on fait du réseau. Il faut se bouger, comme tu l'as dit d'ailleurs à l'introduction de ce podcast. Il faut bosser, en fait. Il faut travailler. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les gens perdent en trading. Les gens ne bossent peut-être pas assez. Mais ça, c'est aussi dû aux réseaux sociaux, même parfois certains influenceurs trading qui vendent le trading comme quelque chose d'extrêmement facile. Il y a tout un tas de raisons par rapport à ça. Donc avant de terminer sur le côté fonds d'investissement en Suisse, je voudrais juste que tu puisses nous parler un peu de l'impact des crises financières. Parce que sauf faire de ma part, tu travaillais dans un fonds, tu faisais dans tous les cas du trading. Comment tu as géré les grosses crises qu'on a eues? Bon, on a eu la crise du Covid récemment, mais je parle plutôt de la crise de 2008. Comment tu as géré ces risques-là? Est-ce que tu arrivais quand même à faire de la performance? Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, en tant que trader, j'étais jusqu'il y a peu essentiellement vraiment trader des traders. Et le swing trading à quelques jours était du très long terme. Ouais. Du coup, en fait, je dirais hélas, enfin je ne sais pas si c'est hélas, on a, en tant que day trader, on sait que les marchés... Et tu sors. Voilà, mais on sait que les marchés montent 80% du temps, ou 90%. Sur les indices, voilà, tout à fait. Sur les indices, hein. Merci pour la précision. Mais... Je t'en prie. mais on sait que ça monte
doucement, que les marchés haussiers lents sont des marchés à faible volatilité et que la faible volatilité n'est pas nécessairement le terrain de jeu entre gros guillemets préféré des traders et des day traders. Par contre, dès lors qu'il y a de la volatilité, et généralement la volatilité vient avec la peur et s'accroît fortement avec la baisse, les day traders, notamment si vous travaillez un peu comme je fais aussi avec les options, effectivement, on prend beaucoup de plaisir à des marchés baissiers. Donc, je n'ai jamais eu de peur de marchés baissiers. J'étais presque, je dirais, trop en attente des marchés qui étaient haussiers. Et en fait, pour moi, 2007, 8, 9 sont des marchés très faciles et très agréables. 2005, 4, 5, 6, alors 3... Encore Donc, ça va, avant mais crise, moins évident pour les toi. 4, 5, 6 sont des marchés directionnels, plutôt mous, sans gros intérêt. Et donc, on fait du day trading, mais c'est pas... Voilà, ça, c'est lent, c'est mou. Les replis sont peu marqués. Voilà. Donc, j'ai pas de problème. Lorsqu'on est un day trader, ce n'est pas un souci. C'est un souci à la limite pour un investisseur qui n'est pas bien armé, qui ne gère pas son risque, qui ne voit pas. Mais je dis bien, au contraire, la crise du Covid a été une période assez fabuleuse pour mes abonnés et moi. Alors, c'est pas ça semble, dès novembre, j'avais commencé à prendre des positions short. Je parle de novembre 2019, parce que dès novembre 2019, il y avait le Nasdaq qui avait fait un top très clair. Derrière, les indices européens avaient traîné et avaient réussi à refaire des sommets, mais on avait accumulé là. Donc là, je n'étais pas dans une démarche des traders, mais vraiment dans une démarche de top de marché pour viser 6 mois, voire plus de baisse. Après, quand en novembre je faisais ça, j'imaginais pas une seconde la crise du Covid, et j'imaginais pas une seconde la baisse de 35%, etc. Je veux dire, mais voilà. Donc toi, tu n'as pas de problème à travailler les marchés quand on est dans une situation de crise? Du tout. Même au contraire. Moi, tu vois, sur les indices, je suis uniquement à l'achat. D'accord. Je fais jamais de VAD, parce que comme tu l'as dit, on a 80%, les marchés sont à 80% haussiers sur long terme. Donc je me dis, pourquoi ne pas exploiter cette statistique-là et au final d'être un peu dans le sens du courant long terme? Je trouve que la VAD, pour moi, c'est difficile, et je le vois même pour les personnes que j'accompagne. La plupart des gens se sont cassés la gueule en faisant de la vente à découvert sur indice. Et arrivent beaucoup mieux à avoir des résultats en étant acheteur sur indice. Maintenant, toi, tu n'as pas la même expérience que les personnes qui peuvent me suivre, donc c'est bien différent. Mais même pour mon propre trading, je m'interdis la vente à découvert sur les indices. Maintenant, c'est vrai qu'aussi, il faut garder ça en tête quand on fait du trading, et c'était un peu l'objectif de ton fonds, c'est de décorréler des indices. Quand tu as des indices qui vont faire une belle performance sur les dernières années, et ou qu'après, par la suite, ça baisse, que ces indices baissent, toi, en tant que trader, tu dois réussir aussi à gagner de l'argent. Et moi, je ne vais pas aller sur les indices, mais je vais aller sur d'autres produits, comme peut-être du FX, par exemple, ou quelques matières premières, pour essayer quand même de faire de la performance, même quand les indices cassent la gueule. Mais je vais quand même m'écarter des indices quand c'est baissier. Je n'arrive pas à travailler les marchés actions type indice à la vente. J'ai peut-être un biais, ou je sais pas, mais en tout cas avec les backtests que j'ai fait par rapport à mes stratégies, je n'y arrive pas. Mais après, je fais du trading directionnel, je suis pas long and short, et je fais du day trading. Tout à l'heure, on parlait un peu du nombre de trades. Moi, j'ai passé 3-4 trades par semaine. Donc c'est au final assez peu aussi. Par rapport à toi, à mon avis, ce que tu sais, où tu passais beaucoup plus de trades, sauf quand tu étais dans ton fonds, où tu faisais vraiment plus de la qualité et de la quantité. Mais c'est intéressant d'avoir ton avis par rapport à ça. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, alors je te rejoins complètement que pour les traders débutants, pour les traders qui ne sont pas encore en gain régulier, comme je dis souvent, et ceux que j'accompagne vraiment, moi je leur interdis, je peux être agressif si jamais ils ne m'écoutent pas. Ne le sois pas. Si, je peux. Je leur interdis de se mettre contre le marché. Donc, c'est-à-dire qu'à 80%, effectivement, tu es à l'achat, et les 20% où le marché va être baissier, déjà, je dis ce que je fais moi. Après, je dis souvent, là, vous faites pas, vous me suivez pas, parce que voilà, j'ai plus de métier, donc je sais ce que je vais faire, etc. Et je me permets à ce moment-là de donner le là
de vraiment dire pas à pas tout ce qu'il faut faire, comment le faire. Je suis contre généralement les signaux parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas là pour... je veux que les gens deviennent responsables. Voilà. Autant investir dans un fonds directement. C'est ça, c'est exactement ça. Des signaux. C'est exactement ça. Voilà. Sauf s'il y a un but pédagogique derrière. Voilà. Et je le fais uniquement dans un but pédagogique en disant, voilà, comment je fais, exercice compliqué, exercice que j'aime bien faire. Donc maintenant, vous ne le faites pas tant que vous n'êtes pas gagnant régulier. Depuis quelques années, je rappelle, gagnant régulier, c'est pas au bout de 3 jours. 3 trades n'est pas valable non plus. C'est bien de le préciser. 3 semaines non plus, 3 mois non plus. Combien de temps d'ailleurs pour toi? Combien de temps tu penses qu'on peut dire qu'on est un bon trader? 3 ans. 3 ans, ouais, c'est pas mal. De gains réguliers, je parle pas de gains réguliers. Après, par contre, sur ces 3 ans, il y aura aussi des périodes de perte. Ça, faut aussi l'accepter. Moi, ça, je le dis toujours. Je sais bien, mais il y a pas mal de monde, je pense que tu as dû le remarquer aussi. À partir du moment où ils vont perdre peut-être 3-4 fois d'affilée des trades, ou même ils vont faire un mois perdant, ça peut arriver, hein, selon les conditions de marché. Hop, on change de méthode. Tu as dû être confronté à ça, et puis après, on va passer chez toi, après, on va passer chez quelqu'un d'autre. Après, on va s'intéresser au smart money concept, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de stratégie miracle, hein, tout simplement. Mais d'ailleurs, tu parlais du fait qu'en fait, que tes clients ou les personnes qui te suivent ne traitent pas contre le marché. Tu utilises quoi comme outil justement pour détecter un peu le sens du marché? Est-ce que je l'ai vu quand tu es venu justement à Barcelone à ton mastermind que j'ai co-organisé avec Guillaume. Tu nous as présenté un outil qui détecte un peu les tendances automatiquement. Est-ce que tu peux peut-être donner quelques astuces pour éviter d'être contre le marché pour un particulier qui regarderait ce podcast? Des choses simples qui fonctionnent. Bon, évidemment pas miracle, hein. Rien de miracle. Il n'y a aucune martingale, il n'y a aucune stratégie qui marche tout le temps. Et effectivement, il y a du travail de recherche, d'application pour en fait se créer un cadre précis. Moi, je l'ai créé avec la méthode GTAS bien sûr, que je connais, que j'avais présentée là. Et effectivement, alors c'est un ensemble de couleurs visuelles pour faciliter justement le travail. Parce que je considère effectivement que beaucoup trop de traders papillonnent d'une méthode à une autre, d'une stratégie à une autre, d'un produit en fait à une autre. Tu vois une vidéo de YouTube, tu dis « Ah, vite, c'est ce qu'il faut que je fasse. » Non, non, non. Tu cherches vraiment, tu vas jusqu'au bout, au bout. Il y a beaucoup de méthodes pour trouver la tendance. Les moyennes mobiles, c'est vraiment la base. DO, FIBO. Moi, j'utilise un ensemble. Alors, la base, j'utilise un de mes indicateurs qui est le BSI long terme, qui est vraiment, si il est vert, ma base, lorsque je fais les analyses, je suis haussier. S'il est rouge, ma base, voilà. Mais c'est du visuel. Si vous utilisez vraiment, pour moi, le plus simple, c'est DO, FIBO et la moyenne mobile. Théorie de DO. Normalement, c'est la moyenne mobile 200 que prennent beaucoup les investisseurs si vous êtes sur action. En day trading, moi, j'avais la 147. Jamais entendu celle-là. C'est pas, tu n'as pas encore lu Trading contre Future. Et dans celle-ci aussi Non, là, je suis revenu à quelque chose de beaucoup plus classique. Mais j'étais très original à l'époque. Voilà. Donc voilà. Non, mais c'est des outils de bon sens au final. Le but du jeu, se faire une grille et puis dire tac, tac, tac. Si ça arrive, je suis haussier. Si ça arrive, je suis baissier. Pointe à la ligne. Fini. Ok, très bien. En 2 secondes. Parfait. Extrêmement clair, Bernard. Alors, on va s'arrêter là sur la partie suisse. Franchement, c'était très très clair, super intéressant. Maintenant, j'aimerais quand même, avant de prendre les questions qui ont été posées par les personnes qui me suivent sur Instagram, qui t'ont posé des questions, et franchement, il y en a pas mal, je suis super content. Juste peut-être, si tu peux nous donner ton avis plus sur le côté actualité. On a dans quelques jours les élections américaines. Je ne sais pas exactement quand sera posté ce podcast, je pense assez rapidement. Qu'est-ce que tu penses de l'impact des élections US sur les marchés, entre Trump, Kamala? Dis-nous un peu ton avis sans forcément faire de politique, après tu fais comme tu veux. Mais comment on peut anticiper un peu les marchés, comment trader ces marchés dans ces périodes-là? Et ça, je pense que tu l'as vécu plusieurs fois, hein, des situations d'élection. Comment trader ça? Parce qu'il y a aussi beaucoup de pièges en fait. Petit souvenir, ce n'est pas si vieux que ça, c'était il y a 8 ans, 2016. On s'était tapé un point de base sur les marchés actions, sur les indices français, donc sur le CAC, ça devait être le 11 février, après une forte accélération baissière au mois d'août, parce qu'il y avait eu des problèmes chinois sur le yuan. Au mois de juin, il y avait eu le référendum sur le Brexit, où on s'était tapé un crack brutal
de 10% avant que ça remonte en 2 jours. Et donc Trump en novembre, je ne pense pas que je me trompe sur les dates, et Trump en novembre, alors je ne sais plus si c'est le 5 ou le 6, je ne sais plus à l'époque, mais c'était un mardi. Et donc effectivement, donc ouverture le mercredi matin, dont Trump est susceptible de gagner. Je ne pense pas que c'était encore sûr et certain, mais il y avait de fortes chances. Et des futurs en forte baisse cataclysmique, enfin j'exagère un peu, ils étaient en forte baisse, significative. Et les marchés européens ouvrent et le truc se retourne à une vitesse. Et là, on te marque un point bas. Et quand tu regardes, c'est un point bas. Alors, je ne veux pas dire, mais je pense que le Dow prend une quarantaine de pourcents dans les 12 ou 18 mois qui suivent de mémoire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a que la caractéristique n'est pas la tendance, que la caractéristique va être la volatilité, probablement, notamment au cas où c'est l'un, c'est l'une, on ne sait pas, etc. Et bon, enfin bref, voilà. Donc, on fait quoi? On n'a pas de position ouverte, ou l'on en a très peu. Moi, ça fait 2 mois que j'ai mon portefeuille action au minimum, que j'ai rentré que vraiment sur des opérations de trading, mais c'est tout. Où tu rentres et tu ressors, tu as peut-être tes positions ouvertes ensuite. Ouais. Et j'ai fait que du day trade, et ça fait 2 mois maintenant que je cherche des opérations de swing trading, donc à quelques jours, voire à porter des positions à quelques semaines, et je ne trouve rien parce que le marché ne propose que du range ou que de la volatilité. Et il y a quelques tendances potentielles qui sont assez spectaculaires, mais tant que l'élection n'est pas passée, je ne vois pas comment je pourrais prendre le train avant, parce que soit tu y vas et tu es très courageux, ça veut dire fou, hein, parce que ça veut dire que tu y vas sans stop, et donc là effectivement, si tu as raison, tu vas prendre la volate sans risque, et si tu as tort à un moment, tu dis que tu vas sortir, mais sauf qu'en fonction de la volatilité, la sortie pourra coûter cher. Soit tu le fais de manière sérieuse avec un stop raisonnable, et là c'est juste impossible parce que la volate, on ne la connaît pas. Je parle de la vague vers le haut ou vers le bas qui peut se faire à ce moment-là. L'autre moyen, ça serait de le faire avec des options. Effectivement, ça serait le moyen de se dire je me protège, mais franchement... Avec de l'achat d'options ou de la vente d'options? Uniquement l'achat en ce qui me concerne, un peu comme tu disais toi, long only sur les indices. Moi, je fais... Alors, c'est pour les pertes illimitées, ça, non, alors, moi, sur la vente d'options? Moi, je peux faire, mais même pas je le montre, ça. Ouais, est-ce que ça peut être dramatique? Ça peut être très dangereux. Voilà, donc je refuse que mes clients, ou si un jour... je n'en parle jamais. C'est tentant, hein, la vente d'options. Mais évidemment, puisqu'on sait qu'on gagne à 95% du temps. Sauf que, mais quand ça se pète la gueule, que le jour où tu pètes, on vend sa maison. Tu n'as plus de maison. C'est ballot. Non, mais tu as raison de le dire, c'est bien. J'avais pas ton avis par rapport à ça, parce que souvent je le dis justement sur les lives, je dis les options, pourquoi pas, faites de l'achat d'options, mais la vente d'options, si vous n'êtes pas professionnel, vous n'avez pas 10 ans de trading, oubliez. C'est des produits qui sont quand même très complexes, et on a vu aussi des personnes, comme je viens de le dire, perdre des maisons, se retrouver dans la merde par rapport à de la vente d'options. Donc, mais oui, après il y a des stratégies quand même optionnelles qui peuvent être intéressantes. C'est ça. Mais bon, surtout peut-être dans l'achat à l'option et avec peut-être de l'expérience. Donc ouais, ça va créer de la volatilité. Et puis là, on a les marchés du coup qui sont potentiellement en attente en raison de ces différentes échéances. Maintenant, peut-être juste pour terminer, toi, tu as un avis? Est-ce que tu penses, je sors un peu du sujet, plus Trump, plus aucun avis. Kamala, t'as aucune idée, pas de pronostic, sans donner une idée politique, hein, t'as pas de pronostic. Mais non, mais de toute manière, ça changera rien. Mais non, mais voilà, c'est qu'en plus, tu veux, même si j'avais un avis, c'est presque que je me refuse à avoir un avis, parce qu'en tant que trader, pas de biais en fait. Voilà. Ouais, parce qu'en tant que trader, j'essaye vraiment d'être focus, uniquement pris lorsque je fais du trading, du swing trading. Lorsque je suis plus long, par contre, je prends en compte les éléments techniques, économiques, politiques, etc. Mais je veux pas de biais d'anticipation. Je veux essayer de décrypter ce qu'on a sous les yeux et pas de faire des hypothèses d'école qui ne servent à rien. Donc franchement, dans une semaine, si on y voit plus clair, il y aura largement le temps de se décider, on fait ci ou on fait ça. Je comprends. Très clair, Bernard, merci à toi. Alors, on va passer maintenant sur la plateforme, parce qu'on a une plateforme de questions-réponses, UGK Trading, Q&A. Non, on va répondre aux questions qui ont été posées sur Instagram, il y en a eu beaucoup.
Donc, tu peux répondre peut-être un petit peu plus rapidement, parce qu'il y en a une vingtaine, sinon on va pas réussir à respecter le timing. Et moi, je dois repartir à Genève dans 2 heures. Donc, on va essayer d'être un peu plus efficace sur ces questions-là. Alors, la première question que j'ai eue par rapport à toi, c'est est-ce que tu fais du trading pour l'argent ou par passion? Aujourd'hui, c'est pour le plaisir. C'est vraiment pour le plaisir, mais dans le passé, Alors, comme tu l'as dit, c'était... Pour en vivre, hein, quand même, parce que Le but, c'est quand même vis encore. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, je conserve le capital, je vis de mes gains de trading, mais je pourrais être moins... Voilà. Et tu penses qu'on peut réussir en trading sans la passion? Ou il faut quand même être un minimum passionné pour toi pour vivre du trading? Parce qu'il y en a qui se lancent en trading pour le côté vraiment financier. Alors moi, c'était pour le côté financier et aussi pour le côté passion. Je suis passionné par ça. Je fais tout ça. Je suis sur les marchés tous les jours, où je regarde les graphiques tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment être passionné? Peut-être c'est une question bête, mais c'est une question en tout cas qu'on m'a posée et donc j'ai envie qu'on apporte une réponse. Je pense qu'il vaut mieux aimer ça, qu'il vaut mieux être passionné. Après, et l'argent viendra plus tard. Après, je dis bien passionné, je parle pas de tomber addict au jeu. Donc, j'essaye de faire la différence entre je suis addict, je suis énervé, et je suis passionné, donc je me donne les moyens. Moi, j'ai une expression que j'aime bien, c'est qu'après mes études, je considère que j'avais brûlé mes vaisseaux, donc je considérais que l'échec n'était pas une option. Et je pense que si peut-être je m'étais laissé une porte de sortie, peut-être que j'en serais pas là, parce qu'à un moment il faut pas arriver. Ça a été dur pour en arriver là. Peut-être que j'aurais dit je renonce. Donc voilà. Donc il faut savoir être motivé. Mais je parle bien d'une époque où on avait accès à rien. Aujourd'hui, vous avez accès à des courtiers, Internet, toutes les formations que vous voulez, tout le coaching que c'est vous clair. voulez. Donc aujourd'hui, celui qui est motivé, qui veut réussir, peut, mais sans aucun problème, réussir, s'il est sérieux. Ok, super intéressant. Une autre question qui a été posée, qui est assez pertinente également, quelle est la chose peut-être la plus difficile que tu as rencontrée dans ta carrière de trader? Je sais pas, peut-être gérer l'humain avec les 10 personnes avec qui tu travaillais. Quel a été le truc qui t'a presque pas traumatisé, mais vraiment quelque chose qui t'a fait du mal en fait dans ta carrière de trading en quelque sorte? Je réponds vite. Je suis un perfectionniste et j'adore avoir raison et je suis impatient. Vous voyez, 3 défauts caractéristiques qui vous flinguent une carrière de trader. Être un perfectionniste, c'est juste impossible. Être impatient, c'est juste impossible. Donc il faut être précis, calme, patient et accepter que le trading, perdre fait partie du jeu. Alors que lorsqu'on démarre avec de grandes idées pour comprendre les marchés, on veut du 100%. Or, on est très bon quand on gagne 60, 70 ou 80 sur du scalping. Voilà. Donc, on va dire déjà 60 à 70, enfin, bref, on est très très bon, je veux dire. Donc, je parle du taux de réussite. Hein. Donc, voilà. Donc, il faut pousser, travailler. Et c'est ça qui a été dur pour toi. Tout en mettant. C'est ce côté un peu perfectionniste. Très très dur, ouais. Et je ne sais pas si tu as ressenti ça avec les personnes aussi que tu accompagnes. Moi, parfois, j'ai des profils un peu ingénieurs et sans rien de négatif là-dedans. Du tout. Mais vraiment, ils ont beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Parce qu'ils sont trop... Bim bam. Ils ne peuvent pas comprendre que parfois, ça ne marche pas. Binaire. On me dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? J'ai tout respecté. Il y a ci, il y a ça. Il y a tous les critères. On a l'ensemble des fits. Les horaires sont bons. Le spread, le ci, le ça. Pourtant, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie des 30 ou 40 trades perdants. Voilà. Logique sur une série. Et donc il faut travailler dessus. Hein. Il faut travailler dessus. Mais, tout à fait d'accord avec toi. Ok, super intéressant. Une autre question aussi que je t'ai dit hors antenne, combien d'heures tu passes devant tes écrans? Et concrètement, en fait, il faut passer combien de temps sur les écrans selon toi, quand on fait peut-être pas du scalping, mais du day trading pour être rentable? Est-ce que, par exemple, on peut trader 1 heure par jour ou c'est pas suffisant? Est-ce qu'on peut, je sais pas, même 1 heure par semaine? Ou est-ce qu'il faut passer la journée devant les écrans? Quel est ton avis par rapport à ça? Tout va dépendre. Donc, on va rester sur le... Je parle vraiment pour toi. Hein. Après, des trading. Ah, moi ouais, non, mais je te laisse répondre, mais je sais qu'il y a différentes façons de faire, évidemment. Moi, je travaille beaucoup parce que ça me plaît, comme tu as dit, je suis un passionné et que je recherche toujours autre chose. Quand il y a, voilà, je suis jamais arrivé au bout de ce que je cherche, donc voilà. J'aime mon métier, j'aime ce que je fais, donc je passe beaucoup d'heures. Je suis pas
un très bon exemple. T'es un à ce peu niveau-là. addict. Je plaisante. Je suis addict au travail. mais pas du tout, par contre, au trading, soyons clairs, plus Non, ça non, bien va, sûr. plus ça tu va, fais de et l'investissement moins et je moins trade. ouais. Voilà. C'est-à-dire que plus ça va, plus je peux faire effectivement aujourd'hui du 3, 4, 5 trades par semaine, là où avant c'était 3, 4, 5 par jour sans aucun problème. Ouais. Voilà. Bon. Pour le day trading, il faut quelques heures par jour incontestablement, mais là où je vais très vite clore le débat selon moi, c'est que, encore une fois, 10% du temps pour faire du trading et 90% du temps à travailler, c'est-à-dire je prépare le marché, Analyser, je préparer. prépare, je travaille les stratégies, je débriefe les trades que j'ai faits, je les enregistre, etc. Ok, extrêmement clair. Donc quelques heures par jour, effectivement, mais tu vas pas pour autant cliquer non-stop sur la plateforme. Ok, super intéressant. Est-ce que tu as un secret peut-être pour gérer le stress? Parce que ça aussi, le vrai problème des traders, c'est la gestion du stress. Oui, Tu as peut-être une astuce, un Oui. conseil j'ai le secret pour gérer le stress des traders. Le cadre. Le cadre. Waouh. Du coup, le cadre. Explique-nous ça. Ah, tu vois que t'es intéressé du coup. Le cadre. T'as J'entends. pas de secret, en fait. Ouais. C'est vraiment... Le secret, c'est qu'il tout n'y a le pas monde de le sait, en secret, fait, ouais. mais le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, mais qu'il y a du travail et du backtesting, du cadre, donc qui va non pas éliminer le stress, mais encadrer Ouais. le Et stress. ça peut diminuer un petit peu quand même le stress, du coup. Mais Ce oui, cadre, oui. ça Tout ouais. à fait. Et on sait ce qu'on doit faire parce qu'en fait, le stress vient quand je ne sais pas quand cliquer exactement, quand je ne sais pas si je rentre là ou là, si mon stop se met là ou là, si je sors là ou là, etc. Etc. Donc vous avez compris que plus on se pose de questions à l'entrée, à la gestion et à la sortie, et plus on va démultiplier le stress. Donc si vous prévoyez tout dans un cadre, face à cette configuration, je trade en rentrant là, je mets le stop là, je sortirai là, là et là. Et ce cadre vient dans un ensemble plus large d'analyse, par exemple multi-unités de temps, et dans un cadre plus large, il faut un petit peu quand même travailler, un cadre plus large de où j'en suis avec mon track record, est-ce que je suis en gain, en perte, etc. À ce moment-là, en fait, je ne me pose pratiquement plus aucune question. Je n'agis pas comme un robot parce que c'est moi qui décide, mais il n'y a aucune raison que je me stresse. Je sais que je rentre là, le stop est là, je sortirai là, et derrière, je pense en termes de série. Puis ça vient avec l'expérience. Hein. Enfin, une fois qu'on a 5 ans, même 5 ans de trading, C'est au-delà ça. de 3 ans, qu'on a confiance en sa méthode, bon, évidemment, C'est plus facile. on diminue le stress. Ok, super. Alors, je regarde sur mon ordinateur, j'ai une autre question qui a été posée, qui m'a fait un petit peu rire. Alors, je les ai reformulées pour que ce soit un petit peu mieux rédigé, mais je vais la lire telle quelle. Vous êtes déjà trompé de manière spectaculaire dans une prévision de marché, et comment as-tu géré cette erreur? Pour faire simple, est-ce que tu t'es pris une énorme claque déjà sur les marchés? Oui. Et Bien évidemment est-ce que que tu as oui. fait une bêtise ou est-ce que c'était parce que voilà, c'était les Non, marchés qui sont comme ça ou... Alors, les énormes claques, c'était plutôt il y a longtemps ou très longtemps, par un manque de gestion du risque. Ou voilà, donc ça, c'est clair. Après, sur une prévision lourdement défaillante, une grosse erreur, bien évidemment, je n'ai mais aucune compétence en termes de prévision. Je suis trader, je ne suis pas du tout un analyste. Là, C'est lié quand même, non? Pas du tout. Je fais toujours bien la différence. Moi, je considère que le marché me propose un circuit, un parcours qui me fait dire qu'il vaut mieux que j'achète ou que je vende, que je mette le stop là, qui sera une invalidation de ce scénario-là. Mais je me refuse à appeler ça une prévision. C'est juste que le marché dessine quelque chose et je sais que statistiquement, face à la configuration que j'ai sous les yeux, j'ai X% de chance que ça aille, donc on va dire 60 ou 70% vers le haut ou vers le bas. Voilà. Donc, c'est tout. Mais je me refuse à employer le terme prévision. En tant que trader, je considère que mon job, c'est ça, repérer une configuration. Mon job, c'est ensuite appliquer tout ce que j'ai travaillé en amont, en fait. Et derrière, mon seul job, c'est ma gestion du risque pour être certain d'être là demain, dans une semaine et dans 6 mois. Tout le reste, donc, c'est pas... si je me trompe sur le sens, mais que je gère bien
Le risque, c'est pas Mon grave. risque, je m'en moque. Si j'ai raison sur le sens, que je fais un gros gain et que je gère mal mon risque, je me note très mal et je suis très mauvais trader. Donc c'est pour ça que je fais une grosse différence entre l'analyste qui lui peut avoir raison sans risque et le trader qui peut avoir raison avec un gros risque et qui devra considérer qu'en fait il s'est planté Ouais, puis parfois, tu as des analystes. malgré le gain. Tu as des analystes qui sont très très bons pour faire les analyses techniques, graphiques, les fondamentaux, etc. Mais qui sont assez nuls en fait en trading parce que c'est des mauvais gestionnaires de risque, tout simplement. C'est bien différent. Ok. Alors, une autre question qui est intéressante, qui devrait en aider certains. Alors là, tu vas devoir vraiment juste me donner peut-être 3 termes. En l'occurrence, quelles compétences sont les plus importantes pour devenir un bon trader aujourd'hui? Peut-être juste 3 compétences. Juste 3 termes. Voilà. Je vais rebondir. La patience, Ouais, ok. La patience, très bien. l'esprit de synthèse, ça Ouais. c'est crucial parce qu'il faut être en mesure de vite synthétiser tous les éléments d'information que l'on a sous les yeux, que ce soit du technique ou du fondamental. Et le troisième, la zénitude, le calme et la maîtrise, même quand on n'est ni zen, ni calme, ni maître, il faut T'y être arrives quand même. zen. Ouais, voilà, donc Ok. c'est indispensable. Donc, Donc, c'est-à-dire qu'on peut être très énervé, mais quoi qu'il arrive, il faut que nos actions restent totalement zen. Non, bien sûr. Ok, très très clair. Une autre question aussi que j'ai beaucoup appréciée. Quelle est votre opinion sur le trading algorithmique et est-ce que véritablement on peut gagner de l'argent avec les robots de trading? Toi, tu as dû en voir passer pas mal hein, sur Internet. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors c'est quelque chose que je connais bien parce que quand j'étais pro à Genève durant 5 ans environ, j'ai collaboré à une boîte de gestion algo pure qui voulait créer son propre fonds algorithmique. Alors j'étais juste consultant, je veux dire, mais bon, Ok. j'ai collaboré, j'avais 3 informaticiens ingénieurs à botte et enfin à botte, tac tac tac, et il suffisait que j'ai eu une idée le soir à midi n'importe quand, j'envoyais un mail, il faut que tu me testes ça, C'était etc. fait. Voilà. Ce qui Tu pourras m'a me donner leur contact? permis, ce qui m'a permis de tester tout ce qui est, enfin, toutes mes idées. Risque, machin, stop court, long, large, break, cassure, retracement, enfin bref, sur tous les supports futurs. Voilà. Ma conclusion, les entrées, c'est très facile à trouver. Les sorties, c'est très compliqué à trouver dans le temps pour les optimiser. C'est la clé de tout, bien évidemment. Et je ne pense pas qu'on puisse... donc moi, je les avertissais. Croire que le trading algo va enlever les émotions, c'est une erreur. Dès lors que tu balances du trading algo, tu vois tes résultats. Et le jour où tu es à moins 20 ou à moins 30, est-ce que tu continues ou est-ce que tu dis stop? Et si tu es en mode trend following, tu peux faire du moins 20, moins 30 en algo normalement, parce qu'en 3-4 tailles, tu peux remonter tout. Bon, donc j'y crois pas trop. Je n'ai rencontré, alors purement technique, des algos. J'en ai connu que 2 ou 3 qui s'en sortaient à peu près bien, mais ils les filtraient fortement. Pour moi, l'algo, c'est un outil, c'est une aide à la décision, et l'homme derrière doit filtrer, ou alors il faut un filtre fondamental. Voilà. Donc, les algos qui marchent, ce sont des algos plutôt mode économique. Voilà. Ok. Et si on repart plus sur les algos, enfin les bots sur MetaTrader 4, parce que moi tout souvent on m'envoie des mails, est-ce que tu penses que c'est intéressant ce bot? D'ailleurs je vois qu'il est connecté avec un broker, c'est qui est à l'étranger, qui n'est pas réglementé. T'as été confronté un peu à ça? On t'a souvent posé des questions par rapport à ça? Parce que moi je vois que tout le monde s'intéresse, enfin tout le monde, beaucoup de monde s'intéresse à ça, mais en fait c'est un bot qui est connecté sur MT4 via des CFD. Alors j'ai rien contre les CFD, hein, mais souvent c'est encore une fois des brokers assez exotiques. Enfin, tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as déjà vu je parle pas des professionnels comme toi ou des vraies structures qui ont embauché des pros dans le code, mais est-ce qu'un particulier il peut faire tourner un bot et au final que ça fonctionne? En automatique, je parle pas en semi-automatique. Alors, déjà, je ne connais pas tout, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, donc je donne juste mon avis. Non mais ouais, ton avis par rapport à ce que tu as vu. Je n'y crois pas trop. Chaque fois que j'ai entendu des histoires comme ça tient 6 mois, 1 an, après, ça et pète, au bout de 6 mois, 1 an, j'entends... et à chaque fois, je dis, bon alors, c'est que t'en es... Je dis, oh, mais je me suis arrêté. Généralement, quand on s'arrête, c'est que ça Ça a planté. Ouais. ne fonctionne plus. J'avais eu une autre expérience aux États-Unis, alors avec un courtier qui voulait mettre en algo les stratégies que j'avais. Je venais juste de quitter Genève et il les aurait fournies à d'autres courtiers.
et j'avais regardé mes statistiques et donc il m'avait envoyé les stats de 600 stratégies algo qu'il avait, écoute, en portefeuille. 600, donc qu'il l'envoyait, je veux dire. Si ça t'intéresse, je pense que j'ai encore le mail si je le cherche. Pourquoi pas. Voilà. Et le résultat était édifiant. Je crois que sur les 600 pros et sur les futurs, donc c'est-à-dire beaucoup plus sérieux quand même que les CFD, si on peut dire. Je pense qu'il y en avait une dizaine qui n'étaient pas en perte. Donc je ne dis pas qu'il était un gros gain, qui n'était pas en perte. Ouais. Voilà. Ouais, tu as très bien répondu à la question. Je pense, je pense que le mieux, c'est quand même le trading manuel. Après, de céder effectivement des algorithmes, même pour l'exécution, par exemple, surtout pour ceux qui ont énormément de cash, des capitaux assez immenses. Il y a des algos qui aident en fait les exécutions pour splitter un peu les ordres. Mais quelque chose de 100% automatique qui va décider à ta place quand acheter ou mettre ton stop ou mettre ton volume. Enfin, généralement, il faut quand même un humain derrière. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Justement, c'est un petit peu lié. Il y a une personne qui a posé une question par rapport à l'intelligence artificielle. Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce qu'il y aura toujours des humains pour trader ou est-ce que ça va être remplacé potentiellement par l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que là, on parle effectivement de robots de trading, mais ce qui existe depuis, on va dire, 5-10 ans, plus les 5 dernières années. Mais là, maintenant, on a l'intelligence artificielle. C'est incroyable. Moi, j'avoue que ça me fait peur. Quand je vois ChatGPT, la puissance que ça a, c'est juste incroyable. On a vu aussi le meeting qu'a fait Musk, en l'occurrence lié à l'intelligence artificielle. On se demande un peu dans quel sens ça va aller pour les traders particuliers. Est-ce qu'on va pouvoir rivaliser face à des énormes machines ultra puissantes? Je ne sais pas si tu as un avis par rapport à ça. Je n'ai pas de boule de cristal, personnellement, j'en sais rien. Mais peut-être que toi, tu vas dire, bah non, parce qu'il y a toujours la psychologie humaine derrière, ou je ne sais pas. Mais alors, là aussi, j'en suis vraiment exactement comme toi. Je n'ai aucun avis sur le sujet. Je suis incapable de deviner ce qui va se passer. Je ne suis pas du tout un spécialiste, même si je m'intéresse effectivement à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les marchés n'ont plus qu'un sens. Donc, je veux dire, ça veut dire que demain, peut-être que les marchés seront dirigés par une intelligence artificielle bulle, une intelligence artificielle bear et une qui sera trading range. Et donc, plusieurs intelligences artificielles qui vont se battre entre elles. Du coup, ça fera le marché. Donc, en fait... Donc, nous, petits investisseurs, petits traders, entre guillemets, on pourra du coup, profiter potentiellement de certains mouvements. Pour moi, il y a deux gros phénomènes qui ont changé les marchés. Je considère que les stratégies que j'utilise, je n'ai rien inventé, c'est juste de l'adaptation, etc. Mais elles ont si tu prends la base, les premiers traders connus utilisaient de toute manière, soit tu joues les cassures, les retracements, je veux dire, il n'y a pas 25 000 choses. Je veux dire, après, on affine. Bon, bref. Le marché fonctionne comme il fonctionnait il y a 100 ans, comme il y a 50 ans, comme il y a 30 ans. Le gros changement pour moi, il y en a eu deux après la crise de 2009, 8-9. C'est d'une part la montée en puissance des ETF et d'autre part, effectivement, des marchés financiers gorgés de liquidités. Je ne suis pas tout à fait certain qu'on soit arrivé au bout de ce débordement de liquidité. Bon, donc ça a changé, mais ça n'a à aucun moment, lorsqu'on reprend les courbes, les mouvements et qu'on les étudie, il n'y a aucun changement dans les réactions. En fait, il y a juste un changement dans le momentum des marchés qui a un petit peu changé et avec une latence plus forte, c'est-à-dire qu'on tire plus haut, plus loin, plus fort, et lorsqu'on se retourne, on se retourne plus fort, plus vite, du coup, parce qu'il y a plus de liquidité, plus d'ETF, mais au final, quand tu regardes dans des trading, etc., il y a zéro changement. Si je reprends mes graphiques d'il y a 25 ans en arrière, on retrouve les comportements. Donc les mêmes stratégies. Ouais, donc peut-être que ça changera un petit peu à la marge, mais il faudra modifier peut-être les sorties, peut-être... Voilà, mais je vois pas... Ou alors c'est que le marché n'existera plus. Du coup, au final, ça conforte un peu ce que je dis quand je dis qu'il n'y a pas de stratégie miracle et que je vois à chaque fois des personnes qui veulent changer de méthode tous les 2 jours. Au final, même une méthode qui fonctionnait il y a 5, 6, 8 ans peut encore fonctionner. Alors évidemment, il y a des ajustements à faire. Toujours. Potentiellement.
Ok, intéressant ton avis par rapport à ça. Alors, il reste quand même pas mal de questions. Malheureusement, on va être un peu pris par le temps. Donc, je vais quand même garder peut-être les plus impactantes, parce que tu as déjà plus ou moins répondu à certaines questions que j'ai ici sous les yeux. Notamment, toujours pareil, des questions sur les erreurs que vont souvent faire les débutants. Bah, tu en as déjà parlé. Peut-être toi, à titre individuel. Ce que je vois. Ce que tu peux voir effectivement par rapport à ça. Les erreurs, c'est vite fait trop de leviers. Gestion de levier, c'est-à-dire, c'est-à-dire si tu peux donner une échelle. Toi, c'est quoi un effet de levier trop important? Un effet de levier, lorsqu'on investit 10 000 euros, lorsqu'on est débutant, on ne devrait pas aller au-delà de ça. Donc, si on a 10 000 sur le compte, on ne devrait pas aller au-delà. Donc, levier 1. Ah, carrément en levier 1 d'après toi. Mais moi, je suis en levier, on va dire, effectif, donc sur la position. Max, je dis vraiment max de 5. C'est pour ça, quand il y a l'ESMA, je crois que c'était en août 2018, qui a réduit l'effet de levier à 30, tout le monde était en train de pleurer. Alors moi, je suis un peu contre que ce soit toujours surréglementé en Europe. C'est pas ma vision des choses, mais en soi, nous, ça change rien. C'est déjà énorme, des effets de levier de 30. Donc moi, je dis maximum 5. Je pense que l'effet de levier, c'est bien. 5, ça me va bien. Pour dynamiser son capital. Après, je pense que tu as raison, c'est au départ trader sans levier. C'est ça. Pour commencer à se faire la main. Donc ça, c'est l'effet de levier, le premier point. 2, beaucoup trop de trades. Beaucoup trop de trades, c'est prouvé, moi, avec l'overtrading que j'accompagne, dire voilà. Et manque de travail, c'est-à-dire qu'effectivement, on confond je trade beaucoup avec du levier, avec du travail sérieux, j'analyse, je prépare ma stratégie, je sais ce que je fais. Une fois que je l'ai tradé, je la débriefe, je l'enregistre, etc. Donc, notre travail n'est pas si fun que ça la plupart du temps. Après, ça devient fun lorsqu'on a du métier, parce qu'effectivement, ça fait quelques années que je ne m'amuse plus à débriefer, que les analyses, je les fais le matin, la volée en live, etc. Je veux dire, mais je me suis tapé durant de très très longues années. J'avais des armoires et des classeurs pleins de fiches de trade. Tout a été noté, enregistré, etc. Voilà. Ouais, donc beaucoup de boulot. Il y a une question qui revient souvent. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. J'aurais pu mettre ton bouquin. Justement, la question, c'est quels livres ou ressources vous ont le plus influencé dans votre parcours? Alors, est-ce que toi, personnellement, tu as lu des bouquins sur le trading, on va dire, peut-être en français, qui t'ont un peu impacté dans ton trading, dans ta psychologie, ou au final, pas du tout, vu qu'à l'époque, quand tu as démarré, il n'y avait pas vraiment de ressources Lorsque j'ai commencé, il n'y en avait pas. Alors, je cherche, et là, ça ne me vient pas. Donc... je te le dirai, tu pourras le mettre en lien. Alors, je les mettrai en lien. J'en ai 3-4 que je conseille de lire. Il y a tes bouquins aussi, on en parlera après. Voilà. Je les mettrai dans les commentaires. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu veux bien, voilà. Et justement, pour rebondir un peu là-dessus, toi, tu as écrit 3 bouquins sur le trading. Donc en l'occurrence là on en voit un. Donc là c'est le dernier plus sur l'investissement que le trading actif par rapport à ton autre bouquin où tu parles justement des futurs. Explique-nous peut-être tes 3 bouquins que tu as écrits, puis on mettra un lien dans la description pour ceux qui souhaitent regarder. Ça marche. Le premier livre c'était en 2008, Trading et contrats futurs. En fait j'explique. Je suis très mauvais pour pitcher sur les livres. En tout cas ils sont assez bien notés, j'ai vu sur Amazon et sur les plateformes. Il y a une première partie, on va dire, sur celui-là, où il y a toute l'analyse classique, chartisme, Do, Elliott, etc. Il y a un peu sur les chandeliers japonais. Il y a ensuite une grosse partie sur l'organisation du trader, sur les stats qu'il faut contrôler, etc. Et il y a une troisième partie où il y a 10 ou 12 stratégies décrites dans le détail, sur lesquelles vous pouvez piocher, stratégies que j'utilise encore avec quelques modifications, mais des stratégies que j'utilise encore. Le deuxième, stratégie de marché. En 2016, tu es obligé de reprendre une partie de classique, Dondo, Elliott, etc. Parce que si tu n'as pas acheté c'est la base, le premier, voilà. Mais j'essaye que ce ne soit pas trop redondant. Comme c'était 8 ans après, il y a toujours des nouveautés parce que même Do, Elliott & Co, je le fais à ma propre sauce, c'est-à-dire pour le trading efficace, je dirais. Et là, pour la première fois, j'ai présenté la méthode GTS. C'est ce fameux cadre, cette structure qui pour moi est essentielle. En fait, je me rends compte vraiment qu'en dehors que beaucoup de traders justement perdent,
parce qu'ils papillonnent, parce qu'ils cherchent une méthode, etc. Voilà. Après, je suis contre une méthode qui ligote, qui enferme les traders. Hein. C'est un cadre où chacun dedans va aller mettre ce qu'il veut, le trader, le détrader, l'investisseur, et va le faire en fonction de son profil. Hein. C'est-à-dire, si tu trades avec 10 000 ou si tu es un investisseur avec que 300 000, tu n'as pas les mêmes risques, tu n'as pas les mêmes produits, etc. Donc, l'idée, c'est avoir une méthode qui va aussi bien à l'un qu'à l'autre. Et le troisième, l'investisseur stratège, c'est 16 ans après le premier. Et j'adore écrire. Celui-là, ça fait 3 ans que je prends des notes. J'avais 1500 pages à peu près de notes. Je dis à tout le monde, jamais je le sortirai. J'en ai fait un condensé, une réflexion. Il y a 2 stratégies spécifiques à la fin, 2 stratégies sur lesquelles on continue à travailler en live avec uniquement je fais des lives pour les lecteurs du livre. Ah, carrément, juste ceux qui ont acheté gratuit, le livre, ils ont le livre. Vous Okay. avez un QR code dans le bouquin, ça vous enregistre sur le live et vous venez, vous posez des questions sur le livre et on peut travailler ensemble les 2 stratégies que je propose qui sont... C'est du day trading, les stratégies ou... 2 stratégies pour tout. Qui peuvent être adaptées sur différentes unités de temps. Doivent être adaptées. Mon objectif, c'était de rendre les traders autonomes, traders investisseurs, et donc de proposer une stratégie qu'il va falloir adapter en fonction de ce que l'on recherche. Voilà. Et il y a une grosse partie sur le mental et la psychologie, plus que sur l'organisation ce coup-ci. Et attention, là je dis bien, je ne pense pas que le mental, ça fasse les traders, et que ça fasse de bons traders. Entre 2 traders, un mauvais trader qui aurait un bon mental ne deviendra jamais un grand trader. Je travaille, je mets tout ce qu'il faut en place, et derrière, une fois que ma stratégie marche, que ma méthode marche, à ce moment-là, je vais travailler le mental pour Je pense que ça vraiment, ça se travaille, meilleur. Le mental et la psychologie. Il y en a, j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire. Hein. Sur le côté psychologique. Il y en a où c'est trop tard. Il y en a où c'est pas possible. Ouais. Ok, Bernard, merci beaucoup. On a pris plus d'1 heure ensemble. C'était un vrai plaisir. Dans tous les cas, s'il y a d'autres questions, vous allez pouvoir les mettre directement dans les commentaires de cette vidéo. Et je pense que Bernard, tu pourras aller faire un petit tour. Évidemment, je vais mettre les liens que tu voudras bien me partager, que je mettrai dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir en savoir plus sur Bernard. Les podcasts, dans tous les cas, c'est jamais assez long. Il y a toujours d'autres choses à dire. Donc peut-être qu'on refera une émission ensemble en Suisse, si un jour tu viens dans cette magnifique ville de Genève que j'adore tant. Et on pourra refaire du contenu, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, des suggestions qu'on pourrait faire avec Bernard, c'est un grand plaisir. Également, vous avez les liens dans la description, je vous ai fait une initiation 100% gratuite pour découvrir mon environnement de trading. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, checkez tous les liens. Et comme d'habitude, je vous le répète, à chaque fois, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.